Dans cette vidéo, on va s'intéresser au sinusoïdal. Alors ici, il y a un petit changement de décor, je ne suis pas en train de filmer mon tableau blanc, je suis en train de filmer mon écran parce qu'on va utiliser le logiciel GeoGebra pour représenter des fonctions. Et ici, on va représenter les fonctions sinusoïdales. Alors, qu'est-ce que c'est une fonction sinusoïdale? Une fonction sinusoïdale, c'est simplement une manipulation de la fonction sinus. Ici à l'écran, j'ai représenté la fonction sinus, et alors on va manipuler cette fonction, et les fonctions que l'on va obtenir après manipulation, c'est ce que l'on appelle des fonctions sinusoïdales. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours de trigonométrie bien plus complet. On y parle de sinus, cosinus et tangente, de cercles trigonométriques, de fonctions trigonométriques et de formules trigonométriques. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Les sinusoïdales, c'est très utilisé en physique pour représenter des phénomènes ondulatoires. Quand on veut étudier des ondes sonores ou des ondes électromagnétiques ou des vagues ou n'importe quel type d'onde, donc de propagation de proche en proche, ce sont les sinusoïdales que l'on utilise pour modéliser ces phénomènes mathématiquement. Puisqu'on utilise les sinusoïdales principalement en physique, on interprète souvent l'axe horizontal, donc l'axe des x, comme étant l'axe du temps, et l'axe vertical, donc l'axe des y, comme étant la grandeur du signal. Donc cette fonction sinus, qui est un petit peu la fonction de base des sinusoïdales, on peut la manipuler selon certains paramètres. C'est ces paramètres que l'on va étudier ensemble ici. Le premier paramètre que l'on peut utiliser pour manipuler la fonction sinus, c'est l'amplitude. Alors l'amplitude, en général, on la note A. Donc A, c'est un paramètre. Et alors ce A, il va multiplier la fonction sinus. A, l'amplitude, ça peut être interprété comme la grandeur maximale que peut prendre la fonction sinus. Ici, si par exemple je fais varier mon paramètre A, on voit que ma fonction sinus, elle grandit. Sa hauteur, ici, elle devient de plus en plus grande. Si je donne par exemple ici la valeur 5 à ma fonction, à ma sinusoïdale, donc ma manipulation de la fonction sinus, on voit que la hauteur maximale qu'elle atteint ici, c'est 5. On a vu que la fonction sinus, ça peut être interprété comme la projection du mouvement circulaire sur le cercle trigonométrique. L'amplitude, ça peut être interprété comme le rayon du cercle sur lequel on défile. Si mon rayon il est égal à 1, j'obtiens ici le cercle trigonométrique. La définition du cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Et alors on voit ici qu'on se ramène à la sinusoïdale de base. Mais si maintenant je grandis le rayon du cercle sur lequel je défile, la trace que ça va laisser, ça sera une trace qui sera plus haute et plus basse. Et ça, c'est le résultat que l'on obtient. Donc ça, c'est l'interprétation de l'amplitude. Si mon amplitude, elle prend la valeur 0, on obtient une droite. Donc ça, c'est un cas qui n'est pas très intéressant. Et alors, si l'amplitude, elle vaut moins 1, on obtient ici l'opposé de la fonction sinus. Mais bon, l'amplitude, ça peut prendre donc n'importe quelle valeur. On vient de voir ce qu'était l'amplitude, maintenant on va s'intéresser à un nouveau paramètre. Ce nouveau paramètre, c'est ce que l'on appelle la vitesse angulaire, ou la pulsation. C'est la même chose. Alors ce paramètre, en général, on le note oméga, mais ici sur le logiciel, je vais le noter W. La vitesse angulaire, ça peut être interprété comme la vitesse avec laquelle on défile le long du cercle trigonométrique. Alors, dans la fonction sinus, le paramètre oméga, donc la vitesse angulaire, elle multiplie le x dans la fonction trigonométrique. Et voilà comment est-ce que la sinusoïdale, elle se comporte quand on fait varier la vitesse angulaire. Donc au plus la vitesse angulaire, elle est grande, au plus on va défiler vite le long du cercle trigonométrique, et ça, c'est la sinusoïdale qu'on obtient. Et alors si on défile beaucoup plus lentement, donc si notre vitesse elle se situe entre 0 et 1, on obtient une sinusoïdale qui est très allongée. La valeur que ça représente ici, c'est le nombre de radians que l'on parcourt par seconde sur le cercle trigonométrique. Si par exemple, je me situe à 1, ça veut dire que ici, je défile le long de mon cercle trigonométrique à une vitesse de 1 radian par seconde. Si je veux faire une oscillation complète, donc une oscillation complète, ça se représente comme ça va me prendre un petit peu plus de 6 secondes, en fait ça va me prendre 2 pi-secondes parce que je dois faire 2 pi radians pour faire le tour complet de mon cercle trigonométrique. La notion de vitesse angulaire, elle est étroitement liée à deux autres notions que l'on utilise très souvent en physique. La première, c'est la notion de période. La période, ça peut être interprété comme la durée d'une oscillation complète. Si ici, ma vitesse angulaire, elle vaut 1, la durée d'une oscillation complète, on a vu que ça valait 2 pi secondes, mais si maintenant je varie ma vitesse angulaire, on voit que pour faire une oscillation complète, ça me prend beaucoup moins de temps. Avant, ça me prenait un peu plus de 6 secondes, maintenant ça me prend un petit peu plus de 2 secondes quand j'ai varié ici ma vitesse angulaire. Donc voilà, période et vitesse angulaire, ce sont deux notions qui sont étroitement liées. Il y a même une formule qui relie les deux. La période en général, on la note t, et alors on peut dire que t, c'est égal à 2 pi sur oméga. Une autre notion que l'on utilise souvent en physique, c'est la notion de fréquence.
La fréquence, c'est l'inverse de la période. La fréquence, ça correspond au nombre d'oscillations que l'on fait en une seconde. Et alors, ici aussi, fréquence et vitesse angulaire, ce sont deux notions qui sont étroitement liées. Si je varie ma vitesse angulaire, forcément ma fréquence, elle va varier aussi. Ici encore, il y a une formule qui relie la fréquence et la vitesse angulaire. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc la fréquence qui se note en général f, c'est égal à 1 sur t. Et donc c'est égal à oméga sur 2pi. On a donc vu deux paramètres pour l'instant sur lesquels on pouvait jouer pour manipuler la fonction sinus. On a vu l'amplitude et on a vu la vitesse angulaire. Et maintenant, on va rajouter un troisième paramètre. Ce troisième paramètre, c'est ce que l'on appelle la phase à l'origine. Alors, ce paramètre, phase à l'origine, il se note phi. Mais ici, sur GeoGebra, donc sur le logiciel, je vais le noter P. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut manipuler la fonction sinus avec le paramètre phase à l'origine. Ce paramètre, voilà comment est-ce qu'il apparaît dans la fonction sinus. En fait, je l'ajoute ici à la variable x. Et voilà ce que ça donne. Quand on fait varier le paramètre phase à l'origine, on a en fait un décalage horizontal de la fonction sinus. Ce paramètre phase à l'origine, il peut être interprété sur le cercle trigonométrique comme étant l'angle que l'on prend au départ avant de commencer le défilement. Donc l'angle que l'on a au moment où on lance le chrono, l'angle que l'on a en t égale 0. Donc voilà, quand on fait varier ici le paramètre phase à l'origine, on a un décalage horizontal de la fonction sinus. On a donc passé en revue ici les trois paramètres sur lesquels on peut jouer pour manipuler la fonction sinus. Alors forcément, on peut jouer sur les trois simultanément. La formule de base que l'on utilise pour représenter une sinusoïdale, c'est la suivante. On a donc ici A, qui multiplie le sinus de la vitesse angulaire, fois x, plus p. Ici, on obtient une sinusoïdale, pour laquelle je peux faire varier le décalage horizontal, donc la phase à l'origine, la vitesse angulaire et l'amplitude. Si ici je décide de faire varier mes trois curseurs simultanément, on a ici une bonne représentation de toutes les sinusoïdales que l'on peut créer si on joue sur ces trois paramètres. Alors j'aimerais maintenant attirer votre attention sur un point. Je vais représenter ici sur le logiciel la fonction cosinus. Donc voilà, ici sur le logiciel, la fonction en vert, c'est la fonction sinus, et la fonction en bleu, c'est la fonction cosinus. On en a déjà parlé précédemment, ces deux fonctions, ce sont deux fonctions qui se ressemblent très fort. L'une est simplement décalée de pi demi par rapport à l'autre. Si ici je fais apparaître sur GeoGebra une nouvelle fonction qui est égale à sinus x plus la phase à l'origine, on voit qu'en faisant varier la phase à l'origine, on peut se ramener à la fonction cosinus comme on peut se ramener à la fonction sinus. Ça a pour conséquence qu'au départ de la fonction cosinus, on peut aussi créer toutes sortes de cosinusoïdales qui sont en fait des sinusoïdales à un décalage horizontal près. Donc voilà, la fonction cosinus, d'une certaine manière, ça peut aussi être interprété comme la fonction qui sert de base pour créer toutes les sinusoïdales, qui peuvent aussi s'appeler d'ailleurs des cosinusoïdales. C'est tout pour cette vidéo, vous savez maintenant ce que sont les sinusoïdales. Pour résumer, les sinusoïdales, ce sont des manipulations de la fonction sinus selon les paramètres amplitude, vitesse angulaire et phase à l'origine. Cette vidéo, elle clôture la section sur les fonctions trigonométriques. On se retrouve donc dans la prochaine section où on s'intéressera aux formules trigonométriques. À très vite.